Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la troisième partie du chapitre consacré à la cinématique. En particulier, on va compléter la partie consacrée à la cinématique du solide en abordant les notions de champ de vitesse dans un corps rigide, en illustrant la propriété d'équiprojectivité. Par la suite, nous abordons la notion du centre instantané de rotation et comment calculer l'accélération d'un point d'un corps rigide en mouvement. Par la suite, on discutera des mouvements relatifs et comment doit-on composer mathématiquement les mouvements. Commençons d'abord par l'introduction du champ de vitesse dans un corps rigide. On se basera sur la figure ci-contre où nous avons attaché au corps en mouvement le repère RJ. Et on regarde de près le mouvement du point P par rapport au repère de référence RI. Nous avons établi précédemment que le vecteur position du point P appartenant au corps J s'écrit comme étant OIP exprimé dans la base I est égal OI-OJ exprimé dans la base I plus la matrice d'orientation AIJ multiplié par le vecteur OJP exprimé dans la base J. Donc on voit que la matrice de rotation permet de transcrire les composants du vecteur OJP exprimé dans la base J vers la base I. Par définition, le vecteur vitesse du point P s'obtient par dérivation vectorielle du vecteur position, comme suit. Donc, on va dériver l'équation précédente, les deux membres de cette équation. Donc, on a d sur dt de OIP exprimé dans la base I est égal à d sur dt de OI-OJ exprimé dans la base I plus d sur dt. Donc, on dérivera le produit de la matrice d'orientation A fois OJPJ. Donc, les deux quantités sont variables. Donc, lors de la dérivation, il faut en tenir compte. Donc, il faut dériver d'abord la matrice fois OJP plus après la matrice multipliée par la dérivée de OJP. Donc, on obtiendra ainsi l'expression du vecteur vitesse du point P exprimé dans la base I comme suit. Donc, on notera que la vitesse du point P va être égale à la vitesse de l'origine OJ du repère attaché au corps, plus la matrice dérivée de A. Donc, il y a le point qui apparaît ici, qui dénote la dérivation par rapport au temps de tous les éléments de la matrice d'orientation AIJ, multiplié par le vecteur OJPJ plus AIJP multiplié par le vecteur vitesse du point P dans la base J. Donc, c'est une vitesse relative du point P par rapport au repère attaché au corps. Alors, si on considère que le point il est immobile, dans ce cas-là, la vitesse VPJ, elle va être égale à 0. Donc, on peut simplifier l'expression précédente. Donc, ce terme-là va disparaître. Par ailleurs, on a OJPJ, donc le vecteur OJP, c'est l'inverse de A multiplié par OIPI moins OIOJ. Donc, les deux exprimés dans la base I. Donc, c'est très simple. Donc, regardez, ici, si on introduit le moins, on va avoir OJOI. Donc, on l'additionne avec OIP, on va avoir directement OJP. D'accord? Donc, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est au fait, c'est OJPJ exprimé dans la base I. Donc, et comme la matrice, c'est une matrice orthogonale, son inverse, c'est la matrice transposée, on peut écrire directement cette quantité, donc AIJ transposée multiplié par OIPI moins OIOJI. Donc, ce sont cette écriture-là, elle est équivalente à celle-ci et on va la remplacer, on va la substituer dans l'expression précédente. Donc, en substituant dans l'expression de la vitesse du point P exprimée dans I, on va avoir toujours VOJ, donc c'est cette quantité, elle reste là inchangée. Par contre, ici, regardez,
A point, donc on va le garder, il est ici A point IJ, mais l'expression de OJPJ, elle va être remplacée par ce qu'on vient de trouver, donc c'est AIJ transposé, facteur de OIP exprimé dans I, moins OJ exprimé dans I. Donc on va avoir cette quantité V, donc de O, donc la vitesse du point OJ exprimée dans la base I, plus A point IJ multiplié par AIJ transposé fois OJPJ. Or, cette matrice-là, qui est notée en couleur verte, c'est une matrice antisymétrique et cela peut être démontré facilement. En effet, regardez, on a la matrice AIJ transposée AIJ est égale à 1, à l'identité. Donc, parce que c'est une matrice orthogonale et elle a cette propriété. Donc, cette quantité, vous pouvez la vérifier facilement pour n'importe quelle matrice d'orientation. Donc, on va la dériver par rapport au temps. Donc, on va avoir A point transposé fois A plus A transposé fois A point, ce qui fait qu'on va avoir l'égalité. Donc, A point transposé A est égal à moins A transposé fois A point, ce qui démontre que la matrice, elle est cette matrice-là, donc A point fois A transposé est une matrice antisymétrique. Le fait qu'elle est antisymétrique, on peut la représenter moyennant trois composantes, oméga x, oméga y, oméga z, donc on va l'écrire comme ça. Donc cette matrice va être remplacée par celle-ci, la diagonale elle est nulle, et c'est les composantes extra-diagonaux qui sont antisymétriques. Regardez ici on a moins oméga x, oméga y, moins oméga z, et là donc c'est l'inverse, donc c'est oméga z moins oméga y, et là c'est oméga x. En fait c'est l'application du théorème de Cayley-Hamilton. Donc, ça nous permet de représenter une matrice antisymétrique moyenne trois paramètres indépendants qui sont, en fait, les composantes du vecteur de rotation instantanée oméga x, oméga y, oméga z. Si on introduit le vecteur oméga ij, dont les composantes sont oméga x, oméga y, oméga z, qui désigne le vecteur de rotation instantanée du corps J par rapport à la base I, alors on obtient l'expression du champ de vitesse au sein de ce corps. On écrira que la vitesse du point P exprimée dans la base I est égale à la vitesse du point OJ par rapport au repère I plus oméga du corps, donc vitesse de rotation du corps J par rapport au repère I, vectoriel OJPI. Donc, cette relation désigne la loi qui règne au sein du corps rigide, reliant les vitesses de translation de deux points différents du même corps moyennant le vecteur de rotation instantanée oméga ij. On a devant nous un champ de vitesse qui vérifie au fait ce qu'on appelle la propriété d'équiprojectivité. En effet, si on multiplie les deux membres de cette relation par le vecteur OJP exprimé dans la base I, on va obtenir la relation suivante. On a le vecteur vitesse VP scalaire OJP exprimé dans I est égal à VOJ exprimé dans I scalaire OJPI. Donc, cette relation démontre que si on projette le vecteur vitesse du point P sur la droite portant le vecteur OJP, on va avoir
la même quantité obtenue par la projection du vecteur VOJ projeté sur la même droite, qui est définie par le vecteur OJP. Ce champ de vecteur vitesse au sein du solide a une structure donc de torseur, qu'on appellera torseur cinématique. Il possède les propriétés qu'on a déjà définies dans les premiers chapitres de ce cours, notamment les propriétés de l'axe central, le transport des moments, et donc on peut le représenter par cette écriture-là. Donc on peut le noter tau J par rapport à I, ou le C pour dire cinématique de J par rapport à I, ou TC pour dire torseur cinématique du corps J par rapport à I. Donc toutes ces notations sont valides. L'essentiel, il faut retenir que le torseur cinématique représentatif du champ de vitesse qui règne au sein d'un corps rigide dans son mouvement par rapport au repère I est représenté par une résultante cinématique oméga J par rapport à I, et un vecteur de vitesse moment, donc V de P, du point P, donc exprimé dans la base J par rapport à I. Donc ce sont les éléments de réduction qu'on peut ranger différemment. Donc la première colonne ici, on va représenter les trois composantes cartésiennes oméga x, oméga y, oméga z du vecteur résultant oméga. Et on a les trois composantes cartésiennes du moment cinématique, donc Vp x, Vp y, Vp z, qui représentent les composantes cartésiennes du vecteur vitesse linéaire du point P. Donc, comme ça, on a exprimé le torseur cinématique du corps rigide J. À titre illustratif, nous allons considérer l'exemple suivant. Il s'agit d'une barre homogène AB qui s'appuie sur le mur et le sol. Donc le contact, il est considéré sans frottement, ce qui permet d'avoir un mouvement sans frottement au niveau de ces deux points-là. Donc la barre, elle va glisser et elle va décrire un mouvement plan par rapport à l'ensemble mur solide. Donc la barre glisse selon la verticale, donc on va aller de A0 vers A, et selon le sol, on va aller de B0 vers B. Donc ce glissement, en fait, il est provoqué par l'effet de gravité appliqué sur le centre de gravité de notre mobile. Bon, cet aspect n'est pas abordé ici du point de vue statico-dynamique, plutôt on va observer la cinématique de la barre. Donc on veut déterminer la vitesse de glissement en B, connaissant l'angle en A qui est égal à 30 degrés, et sachant que la vitesse de déplacement du point A, elle est à l'instant considéré, elle est égale à 0,1 mètre par seconde. Donc on veut déterminer également la vitesse de rotation à cet instant-là. Donc pour cela, on doit faire appel à la relation définissant le champ de vitesse au sein d'un corps rigide et appliquer la propriété d'équiprojectivité qu'on vient d'expliquer. La solution de cet exercice, elle est simple et se base essentiellement sur la propriété du champ équiprojectif qui règne au sein de la barre en glissement. En effet, on a l'angle au niveau du point B, il est de 60 degrés, d'accord? Du moment que la somme des angles au sein de notre triangle vaut 180 degrés, on a un angle rectangle au niveau du croisement sol-mur. En outre, on attache au sol un repère de référence, OIJK. Donc c'est dans ce repère-là qu'on va définir les différents vecteurs de vitesse. Ainsi, du moment que le point A est en train de glisser vers le bas, le long de l'axe des ordonnées, donc on va écrire que VA est égal à moins 0,1 J.
et le point B il est en train de glisser dans le sens des x positifs, on va écrire que V de B est égal VB fois I. L'application de la propriété d'équiprojectivité nous permet d'écrire que VA scalaire AB va être égal à VB scalaire AB. Donc, ce sont deux produits scalaires à réaliser. Donc, on a d'un côté module de VA fois le module de AB cosinus l'angle entre VA et VB qui est de 30 degrés. De l'autre côté, on a le module de VB fois le module de AB fois cosinus 60 degrés. Donc, on peut éliminer des deux membres de l'égalité le module de AB, ce qui fait qu'on va avoir uniquement VA cosinus 30 degrés qui va être égal à VB cosinus 60 degrés. Comme VA il est connu, donc on peut déduire directement VB et avoir la valeur 0,1732 mètres par seconde. On passe maintenant à la détermination du vecteur de rotation instantanée oméga. Donc, pour cela, on va écrire la relation reliant la vitesse au point A à celle au niveau du point B. On va écrire que VA est égal à VB plus AB vectoriel oméga. Donc, VA, il est connu, VB, il est connu, AB, on doit le définir localement en utilisant donc le vecteur unitaire U. Donc, on sait que la longueur de la barre, elle est de 1 mètre. Donc, on peut écrire que AB est égal à 1 mètre fois le vecteur U. Et U, il peut se déduire moyennant l'angle 60 degrés qu'on a ici. Donc, U, on peut l'écrire, c'est cosinus 60 degrés I moins 60 degrés J. Donc, ainsi, le vecteur AB est devenu connu. Donc, on cherchera automatiquement le vecteur oméga et on sait que le mouvement de la barre est un mouvement plan. Donc, le vecteur oméga, c'est une rotation autour de l'axe K qui est perpendiculaire au plan. Donc, oméga va être égal au module de la vitesse oméga fois le vecteur unitaire K. Donc, ayant V de A et V de B, donc V de A c'est moins 0,1J et V de B on l'a déterminé comme étant 0,1732 fois I. Donc, on va remplacer dans cette équation et donc on a le premier vecteur qui est le V de A, le second vecteur c'est VB, plus 1, donc ça 1 c'est la longueur du segment AB et là c'est le vecteur unitaire U qu'on a déterminé tout à l'heure, 0,5 selon I, et moins 0,866 le long de J. Et là, c'est le vecteur oméga. Donc, par identification, on va trouver tout simplement que le vecteur de rotation instantanée oméga égale à 0,2 K. Et comme ça, on a terminé le traitement de cet exercice. On passe maintenant à la notion de centre instantané de rotation, notée brièvement CIR. Pour tout solide en mouvement plan, il existe un point I et un seul, ayant une vitesse nulle, VI est égal à 0 à l'instant considéré. Il est appelé centre instantané de rotation. En effet, le CIR a les propriétés d'un centre de rotation à l'instant t considéré. Cependant, à l'instant t', qui est égal à t plus delta t, le CIR a changé de position géométrique. Cette position varie au cours du temps et décrit une certaine trajectoire. En tant que centre de rotation, le CIR est situé à l'intersection des perpendiculaires aux vitesses linéaires de différents points du solide. Si on prend par exemple le cas du solide de la figure, c'est un solide sur lequel on a pris 3 points A, B, C et ce solide il est en train de réaliser à cet instant une rotation oméga. Alors, au niveau de chaque point, on a tracé le vecteur vitesse linéaire V de A. Et au niveau du point B, V de B, et au niveau du point C, V de C. Donc, ce sont des vecteurs de vitesse linéaire d'amplitude différente et d'orientation différente. Cependant, la caractéristique commune de ces vecteurs-là, ils sont tous
perpendiculaire instantanément aux droites joignant le point I, qui est le CIR, le centre instantané de rotation, et les points de calcul de ces vecteurs-là. Donc, ce sont les segments de droite en bleu ici. Donc, à chaque instant, on peut dire que le point A est en train de tourner par rapport à I. Donc, on va avoir la vitesse V de A, elle est égale à oméga fois la distance IA. De même, on a un mouvement de rotation du point B par rapport à I. On va dire que V de B, il est égal à oméga fois la distance IB. De même, au niveau du point C, on peut écrire que VC est égal à oméga fois IC. De là, on peut tirer l'égalité parce que la vitesse de rotation à cet instant-là, elle est commune pour le corps. Donc, on va faire sortir oméga. Oméga, elle est égale à V de A sur IA est égal à V de B sur IB. Elle est égale à V de C sur IC. Donc, cette propriété du centre instantané de rotation, elle est très utile sur le plan pratique pour étudier les mouvements de rotation plan, particulièrement pour les véhicules à roues, donc notamment les vélos, les robots mobiles, les véhicules terrestres, donc ordinaires. Donc, d'ailleurs, on utilise cette relation du centre instantané de rotation pour caractériser les systèmes de direction comme les systèmes d'Ackermann. Donc, c'est une notion relativement basique et d'utilisation fréquente en pratique pour étudier les véhicules roulants. On va voir un exemple d'application. Donc, on va revenir au cas de la barre AB qui glisse sur le sol et sur le mur. Donc, on a vu dans l'exemple précédent. Donc, on vous demande de déterminer à l'instant considéré de tout à l'heure, donc l'instant où on avait un angle de 30 degrés au niveau de A, donc un angle de 60 degrés au niveau de B, de déterminer le centre instantané de rotation qui est là. Donc, pour le retrouver, il faut tracer à cet instant-là particulier la perpendiculaire commune au vecteur VA et le vecteur VB. Donc, ce sont les lignes en pointillé rouge ici. Donc, l'intersection de ces deux droites en pointillé va définir la localisation à cet instant-là du CIR. Donc, à cet instant-là, on va dire que la barre, elle est en train de tourner par rapport au point I noté ici en bleu. Donc, si on prend l'exemple de la barre de tout à l'heure, donc on a VA sur IA est égal à VB sur IB est égal à oméga. Donc, les valeurs données dans l'exemple de tout à l'heure, donc IA est égal à AB cosinus 30 degrés. Donc, IA dans le triangle rectangle va valoir la longueur AB qui est connue de 1 mètre, cosinus l'angle 30 degrés qui est l'angle en A. De même, IB, donc la distance IB, elle va être égale à AB qui est de 1 mètre, sinus 60 degrés. Donc, on va avoir les longueurs IB et IA qui apparaissent dans les rapports précédents. Donc, on va avoir oméga, il va valoir 0,1 sur 0,5, donc c'est 0,2 radians par seconde. Et c'est la réponse à la question posée qui demandait donc d'avoir la vitesse de rotation oméga. Et par la suite, on peut en déduire la vitesse de VB ou on peut vérifier que VB, effectivement, il est égal à IB fois oméga qui est égal à 0,1732. Résultat déjà qu'on a trouvé tout à l'heure avec la propriété de champ équiprojectif. On passe maintenant au calcul de l'accélération d'un point d'un corps rigide en mouvement. En particulier, on s'intéressera à l'accélération du point P appartenant au solide S auquel on a attaché le repère RJ et on veut calculer son accélération par rapport à la base I.
Donc, l'accélération du point P s'obtient par dérivation par rapport au temps, vecteur vitesse Vp par rapport à I qu'on a déjà calculé. Donc, ça sera la dérivée par rapport au temps de VOJ par rapport à I, plus d sur dt de oméga ij vectoriel OJPI. Donc, la dérivée du point de la vitesse du point OJ, elle va rester telle quelle, mais là, dans le second membre, on a le produit de deux quantités qui peuvent être variables, donc il faut dériver la première composante, donc d sur dt oméga vectoriel OJPI, plus oméga vectoriel la dérivée de OJPI. Ainsi, on écrira que l'accélération du point P par rapport à I est égale à l'accélération de OJ par rapport à I, plus oméga point vectoriel OJPI, plus oméga vectoriel OJPI. Donc, cette quantité provient de la dérivation par rapport au temps de OJPI qui est mobile. À titre illustratif, on vous demande donc de déterminer la relation vectorielle entre les accélérations des points A et B d'un solide qui est en train de se mouvoir dans le plan XY. Donc, on a vu que les deux vitesses des points A et B sont reliées par la notion de champ de vitesse. Donc, on a V de B est égal à V de A plus oméga vectoriel AB. Avec oméga, c'est la vitesse de rotation instantanée du solide. Avec oméga est égal à oméga K. Et AB est égal à AB fois U, le vecteur unitaire U que l'on voit ici. Donc, on va dériver d'abord le vecteur unitaire U par rapport au temps. Et du moment qu'on a un mouvement de rotation autour de K, donc on va voir, c'est oméga vectoriel U, donc c'est oméga K vectoriel U, avec donc K vectoriel U, ça va nous donner le vecteur, le deuxième vecteur unitaire de la base mobile, donc c'est V, donc on va avoir oméga V. La dérivée par rapport au temps est égale à oméga V. En outre, la dérivée par rapport au temps de V va nous donner moins oméga U, qui s'obtient de la même façon. Donc, maintenant, on va procéder à la dérivation de la relation de base. Donc, on va avoir d sur dt de Vb qui est égal à d sur dt de Va plus d sur dt de oméga vectoriel AB. Donc, c'est le second membre qui doit être traité à part. Donc, on a d oméga sur dt vectoriel AB plus oméga vectoriel dAB sur dt. Donc, au final, on va avoir l'accélération du point B, donc qui est égal à d sur dt de Vb, est égal à l'accélération du point A, donc c'est la dérivée par rapport de Va, plus alpha vectoriel AB. Alpha, au fait, c'est d sur dt de oméga, donc c'est la dérivée de la vitesse angulaire oméga. Vectoriel AB plus oméga vectoriel AB. Donc, si on remplace par les expressions de oméga qui est oméga K et l'expression de AB qui est égale à AB fois U, donc on va avoir ces deux expressions, donc alpha ABV moins oméga au carré ABU. Donc, on notera que la quantité alpha ABV moins oméga au carré ABU désigne l'accélération de B dans son mouvement de rotation par rapport à A. Par ailleurs, la quantité alpha ABV est l'accélération tangentielle et oméga au carré ABU est l'accélération normale. Passons maintenant à la notion de mouvement relatif. Pour cela, considérons un solide 3 qui est en mouvement par rapport à un deuxième solide 2, lui-même en mouvement par rapport au solide 1. Le mouvement du solide 3 par rapport au solide 1 est au fait le composé des deux mouvements précédents. On dit qu'il y a composition de mouvement
entre les trois solides 1, 2 et 3. On écrira que le mouvement de 3 par rapport à 1 est égal au mouvement de 3 par rapport à 2 plus le mouvement de 2 par rapport à 1. Au point A, qui est tiré du solide 3, on peut écrire la relation de composition des vitesses suivantes. La vitesse du point A appartenant au solide 3 par rapport à 1 est égale à la vitesse du point A appartenant à 3 par rapport à 2, plus la vitesse de A comme étant appartenant à 2 par rapport à 1. Idem pour la résultante, mais sans indiquer le point d'application parce que le oméga de point de vue cinématique est une résultante indépendante du point d'application. Donc, on va écrire que oméga de 3 par rapport à 1 est égal à oméga de 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1. À partir des deux équations précédentes, on peut écrire que le torseur cinématique de 3 par rapport à 1 exprimé en A va être égal au torseur cinématique de 3 par rapport à 2 exprimé en A, plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 exprimé en A. Les mouvements de solides sont parfois classifiés en mouvements absolus, relatifs et d'entraînement. Cela dépendrait de l'observateur et de sa position. En effet, si on prend le cas d'un bus qui roule dans une ville, le voyageur qu'on voit ici sur la figure A est assis dans le bus. Il a donc le même mouvement que le bus. Par ailleurs, le voyageur B qui marche dans l'allée du bus vers l'arrière, le mouvement de l'ensemble est observé par l'observateur externe C qui est au bord de la route. Donc, on dira que le mouvement de B par rapport à C est égal au mouvement de B par rapport à A plus le mouvement de A par rapport à C. Donc, c'est une composition simple de mouvements. Le mouvement du voyageur B par rapport au bus ou au voyageur A est un mouvement relatif. Par contre, le mouvement des voyageurs B et A par rapport à C sont des mouvements absolus. On passe maintenant à la composition des mouvements. Pour cela, considérons un solide S au mouvement par rapport à deux repères R d'origine O et d'axe X, Y, Z, lui-même en mouvement par rapport au repère R0 d'origine OO0 d'axe X0, Y0, Z0. Cherchons en particulier la relation entre la vitesse du point P exprimée dans le repère R et celle exprimée dans le repère R0. Donc, la vitesse du point P par rapport à R0, qu'on écrira VP R0, s'obtient par dérivation vectorielle par rapport au temps du vecteur position OO0P et on l'exprimera dans le repère R0. On écrira la relation de Schall. O0P est égal à O0O plus OP. Par la suite, on procédera à la dérivation des deux membres de cette équation qu'on l'a fait dans les différentes parties de ce cours-là. Donc, on va écrire que V2P par rapport à 0 est égal à la dérivée par rapport au temps de O0O par rapport à 0 plus D sur dt de OP exprimé dans R0. Si on note la dérivée par rapport au temps de O0O dans R0 comme étant VO R0 et en remplaçant dans l'expression précédente, on va avoir V de P par rapport à 0 est égal à V de P par rapport à R plus oméga, vecteur de rotation du repère R par rapport à 0, vectoriel OP. Alors, la vitesse du point P par rapport à 0, elle est égale à V de O
par rapport à R0 plus V de P par rapport à R plus oméga de R par rapport à 0 vectoriel OP. Ainsi, on identifiera les composantes suivantes. V de P par rapport à 0, c'est le vecteur de vitesse absolue du point P. V de P par rapport à R, c'est le vecteur de vitesse relative. Par ailleurs, on a la composante V de O par rapport à R0 plus oméga vectoriel OP qui va être notée comme étant la vitesse du point P appartenant à R par rapport à R0. C'est la vitesse d'entraînement. Donc, on voit bien ici, il y a la contribution de l'origine O du repère R. En plus, on a oméga vectoriel OP qui provient du fait que le repère R il est en train de tourner par rapport à R0, d'où l'appellation vitesse d'entraînement. Cherchons maintenant la relation entre les vecteurs d'accélération gamma P par rapport à R0 et gamma P par rapport à R. On se basera sur la dernière relation reliant les vitesses du point P par rapport à 0 aux vitesses du point O et P moyennant oméga. Donc, on va dériver cette expression-là. Donc, il faut faire la dérivation terme à terme. Donc, ainsi, l'accélération du point P par rapport à 0, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse Vp par rapport à 0. Elle va être égale à la dérivée par rapport au temps de VO par rapport à 0, exprimé dans R0, plus d sur dt de Vpr par rapport à R0, plus d sur dt du produit oméga vectoriel OP. Donc, il faut faire attention à chaque dérivation. La dérivée par rapport au temps de V de O par rapport au temps va faire apparaître le terme gamma O par rapport à 0. Par ailleurs, la dérivée par rapport au temps du vecteur Vp par rapport à R, du fait que le point P il est mobile dans R et le vecteur R lui-même il est mobile par rapport à R0, va faire apparaître la dérivée locale, donc d sur dt de Vp par rapport à R dans R. Donc c'est la variation du vecteur vitesse du point P par rapport à R exprimé dans R, plus oméga, le vecteur de rotation de la base R par rapport à R0 vectoriel Vpr. Donc on a gamma PR plus oméga vectoriel Vpr. En outre, on a la dérivée par rapport au temps de ce terme-là qu'on a vu ici. Donc c'est le produit de deux quantités. Donc c'est la dérivée du premier vectoriel OP plus oméga vectoriel d sur dt de OP. Et comme OP lui-même il est mobile, donc on a le point P qui est mobile par rapport à R et R il est mobile par rapport à 0, il y a ce terme-là qui va apparaître dans la dérivation. Donc, oméga vectoriel d sur dt de OP par rapport à 0 va être égal à oméga vectoriel d OP sur dt plus oméga vectoriel OP. Donc là, on va avoir oméga vectoriel Vpr plus oméga vectoriel OP. Tout calcul fait après substitution, on va obtenir cette longue expression qui désigne l'accélération totale ou l'accélération absolue du point P par rapport à 0. Elle est égale à gamma P par rapport à R plus gamma O par rapport à R0 plus la dérivée par rapport au temps de oméga par rapport à R0 vectoriel OP plus oméga de R par rapport à 0 vectoriel oméga vectoriel OP plus 2 fois oméga vectoriel Vpr. Alors, chacune des composantes va apporter sa contribution. Ainsi, gamma de P par rapport à 0, elle est appelée l'accélération relative. La quantité gamma O par rapport à 0 plus gamma P par rapport à R, elle est appelée accélération de translation. En outre, d sur dt de oméga vectoriel OP, elle est appelée accélération de rotation tangentielle. Le vecteur gamma PR est appelé vecteur d'accélération relative. En outre, gamma de P appartenant à R par rapport à R0, elle va être appelée accélération d'entraînement. La quantité de oméga vectoriel Vpr, elle est appelée accélération de Coriolis. Donc regardez, bien qu'on est en train de parler d'une accélération, elle est obtenue par le produit vectoriel de deux vitesses, l'une linéaire et l'autre de rotation. Donc souvenez-vous, tout terme incluant oméga vectoriel V
Donc, on a affaire à une accélération de Coriolis. Maintenant, si l'on suppose que le point P lié à R est immobile dans ce repère, on va retrouver une relation qu'on a déjà établie auparavant, qui est plus simple que celle-ci. Donc, on va éliminer au fait l'accélération de Coriolis. On va avoir l'accélération du point P appartenant au solide par rapport à R0 est égale à l'accélération de l'origine O, augmentée de la quantité d sur dt de oméga vectoriel OP, donc c'est le taux de variation de la vitesse angulaire vectorielle OP, plus oméga vectoriel OP. Là, c'est le taux d'orientation, changement d'orientation du vecteur position OP.